Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons avec nous aujourd'hui notre invité Bernard De Vos. Bernard De Vos qui est né le 16 novembre 1957 à Etterbeek, éducateur spécialisé, licence en islamologie et en sciences orientales. Monsieur De Vos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci de participer à l'émission, dans notre émission Le Médiateur. Voilà. Donc, vous avez été, en tout cas, de près ou de loin, un des personnes qui ont créé pas mal d'organisations, d'institutions, d'associations au niveau de Belgique et principalement à Bruxelles, entre autres SOS Jeunes, Solidarité, Synergie 14, Seuil, etc., etc. Vous êtes un homme de terrain à la base, donc vous avez fait un bon travail sur le terrain. Tout le monde le dit, c'est pas moi qui le raconte ici. En fait, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience au départ du terrain et comment vous avez eu en tout cas l'idée de travailler d'abord sur le terrain avant de devenir en tout cas ou d'avoir le poste du délégué général aux droits de l'enfant? C'est une marche arrière comme ça sur sa propre histoire, c'est toujours compliqué. Je dirais que quand j'ai terminé mes humanités, que j'avais fait des humanités latin-grec qui menaient normalement à l'époque, on avait information carrière, on pouvait choisir, on est ou soit médecin, soit avocat, soit ingénieur, ça se limitait à ça. Moi, je voulais être éducateur. J'avais cette envie de partager des choses avec des. Je ne savais pas très bien dans quel domaine, mais j'avais envie entre guillemets de me sentir utile, et j'avais pas tellement envie de commencer des études surtout. Et donc c'est à ce moment-là que c'est toujours des affaires de rencontre. J'ai commencé à travailler comme éducateur avec des enfants qui souffraient de handicap dans une institution psychiatrique pour enfants et adolescents. Et puis le hasard de la vie fait que j'ai rencontré une jeune fille, c'est souvent comme ça que ça se passe, qui venait d'un milieu plus modeste que le mien, et qui m'a fait découvrir une réalité que je mésestimais. Moi, j'ai une enfance relativement confortable, assez protégée. Et puis je me suis intéressé effectivement à ces jeunes qui avaient des parcours un peu difficiles, qui avaient des parcours de délinquance. Et j'ai commencé à partir de cette découverte, entre guillemets, d'imaginer des projets qui pouvaient répondre aux attentes de ce public. Au départ, c'était des hoots, des punks, des skinheads, etc. Moi, je parle de ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent certainement pas connaître, et même ceux de moins de 40 ne peuvent pas non plus. Mais donc, ça date d'il y a quelques années, et de fil en aiguille, effectivement, j'ai voulu prendre d'abord part dans le débat politique, pas politicien, mais le débat politique sur les questions d'enfance et de jeunesse, en participant à des organes de concertation autour de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, et puis en créant effectivement une série de projets. Et c'est la gentillesse de les citer. Solidarité, qui était un projet très important, puisqu'il travaille sur la question du vivre ensemble, de la citoyenneté active, participative, des projets d'accrochage scolaire, des projets d'accueil de jeunes 24 heures sur 24. C'est toute une série de projets qui correspondaient, je dirais, à des problématiques de société à l'époque où je les ai imaginés. Et c'est pas de la fierté, mais c'est du plaisir de voir que maintenant, effectivement, que j'ai laissé tomber depuis quelques années le terrain, ces projets continuent à vivre et à se développer. Pour moi, c'est un grand plaisir. Tout à fait. Et le choix, en fait, des études en islamologie, comment... Alors ça, c'est une longue histoire aussi, mais très simple à résumer. Je suis éducateur, je travaille des hoots, des rockers, des skinheads, etc., qui étaient la population de jeunes, entre guillemets, qui avaient des difficultés de vivre. Et on a vu apparaître progressivement des jeunes issus de l'immigration marocaine, notamment, avec leur regroupement familial, qui à leur tour avaient quelques soucis en matière de scolarité ou commettaient des petits actes, etc. Donc, à un moment, on a vu arriver ce public qu'on ne connaissait pas. Et de manière assez concomitante, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant 2 ans et j'ai voyagé dans beaucoup de pays musulmans. Et j'avais l'impression que la manière de vivre, j'ai envie de dire un islam très riche et très contemporain, m'avait vraiment semblé très séduisant. Et sans être religieux, je le dis pas par provocation, je ne suis pas religieux, mais j'ai quand même été effectivement assez attiré par cette religion. J'avais été éduqué dans une religion chrétienne, catholique, enfin classique pour des gamins de mon époque en Belgique, dans les milieux relativement protégés dans lesquels j'évoluais. Et donc c'est vrai qu'au retour de ce voyage et recommençant à travailler à Bruxelles avec des jeunes dont pas mal étaient issus de l'immigration maghrébine, j'ai voulu mieux comprendre la religion, mais aussi les institutions musulmanes, le droit musulman, avoir accès à l'art, à la calligraphie, toute une série de conceptions qui me permettaient de mieux comprendre. Et puis
puis cerise sur le gâteau, à l'époque, le cours d'arabe était assez poussé, et donc ça m'a permis d'apprendre des rudiments d'arabe dont je me sers encore assez quotidiennement, qui sont devenus plutôt c'est plus de l'arabe classique, mais c'est une belle manière d'accéder aux dialectes les plus. Donc vous allez nous dire quelques mots en arabe. Là, non, je vais rien. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Mais on dit vous aussi que vous avez une histoire, en tout cas avec le Maroc, où vous étiez sur moi j'étais, et donc c'est vrai que c'est là que j'ai appris les quelques mots de marocain, mais je ne vais pas dire ici parce que mon accent est tellement catastrophique. Je n'oserais pas. Je n'oserais pas, mais je fais mes courses dans le quartier en marocain. Donc j'achète mon poulet, j'achète mes tomates, mon pain en arabe. Mais les commerçants du coin chez moi m'appellent l'arabe d'ailleurs. Mais bon, par plaisir, parce qu'ils savent bien que je ne le suis pas et que je parle vraiment très très mal. Mais non, c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec le Maroc parce que c'est un pays que j'ai découvert assez jeune et que j'ai vraiment découvert dans sa totalité. Donc c'est vrai que les jeunes Marocains, quand ils rentrent au pays, c'est souvent au bled et puis ils restent assez cantonnés à leur immédiateté. Ils ne voyagent pas, ils voyagent pas beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de stages. J'ai emmené des jeunes faire du sport aventure là-bas dans un premier temps. Et puis donc j'ai été. Le Maroc, c'est quand même un des rares pays où en une journée on peut faire du ski sur la montagne de l'Atlas et aller faire de la planche à voile sur l'océan le lendemain et de la plongée sous-marine en Méditerranée. Donc tout est très près. C'est un pays merveilleux. C'est un pays aux richesses insoupçonnées. Et donc c'est vrai que je l'ai parcouru de long en large, d'est en ouest, du nord au sud, etc. Et je le fais encore régulièrement, soit avec des groupes que j'accompagne, soit en famille, assez souvent. Voilà. Bernard De Vos, donc vous êtes délégué général aux droits de l'enfant. En quoi consiste en fait ce job, ce travail? Alors, c'est un travail palpitant, et donc je dis toujours, je l'ai, maintenant je ne le donne à personne, jusqu'à la fin de mon mandat. Le délégué général, en fait, dans certains pays, on l'appelle le défenseur des enfants. C'est une institution indépendante, autonome et libre, donc qui n'a d'ordre de recevoir de personne, qui a la charge de la défense des droits de l'enfant. Alors, les droits de l'enfant, ils sont consignés dans une fameuse convention qui date de 89, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde, c'est dire son importance. C'est pas un petit texte comme ça qu'on a signé, il rassemble pratiquement tous les pays du monde. Et dans cette convention se retrouve l'essentiel des droits qui sont reconnus aux enfants, depuis des droits, j'ai envie de dire primordiaux, comme et moi je n'aime pas pourtant de faire de classement et de hiérarchie, mais les droits à avoir le droit à la sécurité, le droit à l'alimentation, le droit à avoir un toit, le droit à l'instruction, le droit à la santé, et puis des droits, j'ai envie de dire plus contemporains, le droit à la participation, le droit à l'expression, qui sont des droits justement, j'aime pas de faire de classification, mais enfin bon, tous ces droits sont dedans, et donc je suis chargé pour la Belgique francophone de veiller à la bonne application avec 4 missions principales. Je ne vais pas être très long parce que peut-être ça ne va pas ravir tous nos auditeurs, mais voilà, en gros c'est un travail de récolte et de traitement des plaintes concernant l'application de la Convention, que ce soit parents, enfants, enseignants qui est en présence d'un manquement aux droits de l'enfant, on peut les signaler, poser une question, porter une plainte auprès de mon institution et dans la mesure du possible, essayer de faire en sorte que l'enfant puisse retrouver le chemin vertueux des droits de l'enfant. Et puis ça, c'est la première mission. La deuxième, assurer la promotion des droits de l'enfant. On sait que cette convention, elle existe depuis 89, elle est encore mal connue et donc très mal appliquée. Mais depuis le début, moi, j'ai vraiment souhaité que cette mission se fasse de manière, j'ai envie de dire, populaire, dans le bon sens du terme. Je crois qu'il faut vraiment que ces droits de l'enfant sortent des colloques, des symposiums, des conférences, et qu'on aille vraiment de plus en plus vers une rencontre avec le grand public pour faire en sorte que les droits de l'enfant soient une matière, j'ai envie de dire, vivante, agréable, etc., et pas austère. Et donc c'est comme ça que je vous avais peut-être déjà aperçu mon fameux bus des droits de l'enfant, bus qui fait quand même 18 mètres de long, qui permet d'aller là où sont les gens, dans les marchés populaires, à Anderlecht, à Kuregem, dans les endroits où se retrouvent les gens pour se détendre, devant les parcs d'attractions, pour essayer de donner un accès aux droits de l'enfant. Troisième mission, j'en ai déjà dit, la première, donc récolte des plaintes, promotion. Troisième mission, c'est l'inspection et le contrôle des services, pour voir si les lois et les décrets sont appliqués correctement. Et puis la quatrième, c'est celle qui fait un peu la synthèse de toutes ces missions. C'est une mission de recommandation et d'interpellation des responsables politiques et administratifs autour de la question des droits de l'enfant. Donc au moins une fois par an, je remets un rapport qui est discuté au Parlement, dans lequel je fais une proposition pour améliorer, tant que faire se peut, encore la situation des enfants. Et on sait que même en Belgique, même dans un pays riche et industrialisé comme le nôtre, il y a encore beaucoup de manquements à cette convention. Et donc, il n'y a pas de raison de crier victoire. On a encore beaucoup de travail dans ce chemin. Tout à fait. Parlant de la Belgique, je pense qu'en 2014, une étude, en tout cas, a été
sorti par la Fondation Roi Baudouin, je pense, et l'UNESCO, qui parle en fait d'un chiffre quand même très important. 30% en fait des enfants en Belgique sont dans la pauvreté. Oui, c'est certainement un de mes combats les plus importants depuis le début de mon mandat. Moi, je suis arrivé délégué général il y a maintenant 8 ans. On m'a posé une question très rapidement. On m'a demandé quelle était mon appréciation sur l'application de la Convention, et de façon un peu naïve, alors que vous l'avez rappelé, j'avais déjà été quand même un acteur de terrain assez, très modestement, assez important quand même, quand j'avais rencontré des situations. J'avais répondu assez naïvement qu'on n'était pas un pays barbare, qu'on n'était pas une république bananière, et qu'on n'était certainement pas le pire élève de la classe en matière de respect des droits de l'enfant. Et puis, très rapidement après, pour un peu, je veux dire, prendre ma fonction et rencontrer le public avec lequel j'étais supposé travailler, j'ai fait une grande tournée avec ce fameux bus dans toute une série de coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Wallonie, à Bruxelles, à la rencontre d'abord d'acteurs qui travaillaient sur la question de la pauvreté des enfants, et puis dans un second temps, avec l'intermédiaire de ces acteurs, j'ai rencontré une série de familles, d'enfants et d'adolescents qui vivaient la pauvreté au quotidien. Et je dois vous avouer qu'après, j'étais mal à l'aise de ma première réponse, parce que, à l'évidence, et c'est une phrase que j'ai dit 100 fois, 1000 fois, il n'y a pas un seul article de la Convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Et pour employer les termes d'un de mes collaborateurs, il dit la pauvreté, c'est le fossoyeur des droits de l'enfant. Parce que j'ai dû voir effectivement que sur des droits essentiels, dont je parlais tout à l'heure, le droit à la santé, certains enfants sont encore obligés de plisser les yeux à l'arrière des classes parce que les parents doivent faire le choix entre offrir la paire de lunettes ou mettre la tartine dans le cartable jusqu'à la fin du mois. J'ai dû constater que des enfants ont été privés de soins dans des structures hospitalières en raison de dettes contractées par leurs parents. Sur le droit à la scolarité, on sait combien notre enseignement n'est pas forcément un mauvais enseignement, dans le sens où nos meilleurs élèves produisent des résultats qui sont parfois supérieurs à ceux qui sont produits par des élèves des pays phares en matière d'enseignement. On parle notamment de la Finlande, de l'autre côté de la Corée, même si le modèle pédagogique est moins sympathique. Mais nos meilleurs élèves ont des résultats qui sont au-delà. Mais nos pires élèves, nos cancres, qui sont très souvent les élèves, les enfants qui sont issus des milieux les plus précaires, les plus pauvres, ont des résultats qui sont en deçà des résultats qui sont proposés par les enfants des fameuses républiques bananières. Et ça, cette différence, cette distance entre les résultats proposés par les bons élèves et les mauvais élèves, c'est clairement la marque d'une injustice profonde, et c'est la marque que le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement n'est pas assuré chez nous comme il devrait l'être. Et donc, on imagine, donc j'ai parlé de ces deux droits essentiels, le droit à l'éducation, à la scolarité, le droit à la santé, sont deux droits essentiels qui ne sont pas rencontrés correctement. On imagine ce qu'il en est du droit à la culture, du droit au loisir, du droit à la participation, du droit à l'expression. Ce sont des droits qui sont bafoués tous les jours. Et donc, je le répète, la pauvreté, c'est le fossoyeur des droits de l'enfant. Et si on ne travaille pas de manière correcte sur ces questions-là, on n'est nulle part. Et si vous permettez encore, sur ce sujet qui, vous le sentez, me tient fort à cœur, on me fait parfois le reproche de parler de la pauvreté infantile en disant mais la pauvreté infantile, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, les enfants ne sont jamais que tributaires de la pauvreté de leurs pauvres parents. Travaillons donc sur la pauvreté des parents et on aura. Alors oui, bien sûr. Mais je sais en tous les cas que certains pays s'organisent bien mieux que d'autres pour limiter les conséquences et les incidences de la pauvreté sur les enfants. En organisant un accueil inconditionnel des enfants dès le plus jeune âge. Alors qu'on sait combien les disparités entre les quartiers prospères et les entités défavorisées sont énormes. En organisant un enseignement égalitaire, avec des inégalités qui aujourd'hui sont béantes, sont criantes, ça doit cesser. Certains États l'organisent beaucoup mieux, en faisant en sorte que les activités de loisirs et les activités culturelles soient gratuites, en faisant en sorte justement de limiter dans la sphère, dans l'environnement du jeune, tout ce que de limiter l'impact sur tout ce qui ne concerne pas directement la pauvreté des parents. Et on pourrait le faire, et on ne le fait pas. Donc je vois bien que certains pays, notamment des pays nordiques, organisent cette question de la pauvreté de manière tout à fait différente de ce qu'on fait chez nous. Le travail est colossal, les attentes aussi des enfants et des parents d'enfants sont aussi très très importantes. Quels sont vos moyens de pression en tout cas, soit vos moyens qui vous sont donnés, octroyés pour que vous puissiez justement trouver des solutions à ces problèmes-là? Alors, il faut quand même être très très clair. Une institution indépendante, elle ne doit pas trouver des solutions. Elle peut proposer des pistes, elle doit dénoncer, elle doit indiquer les situations qui vont mal.
Il ne faut pas espérer que le délégué général, avec ses faibles moyens, même si l'institution à l'égard d'autres institutions européennes est relativement, elle est dotée normalement, une quinzaine de collaborateurs, toutes fonctions confondues, des bâtiments confortables, des outils informatiques, des véhicules, donc on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir les moyens de travailler. Maintenant, ceci dit, je pense que la responsabilité politique, c'est vis-à-vis des élus, ceux qui ont manifesté l'envie d'exercer les responsabilités. Ma responsabilité à moi est de dire jusqu'où on peut aller et à partir de où ce n'est plus tolérable. Et de faire effectivement, dans la mesure du possible, des propositions pour améliorer la situation. Mais ce n'est pas à moi, et malheureusement, je me trouve souvent dans des situations, je pense notamment à la situation des familles roms, qui est une situation scandaleuse et qui est tout à fait récurrente depuis des années, où je suis pas obligé, mais je ne me vois pas tenir un discours sur l'accueil de ces familles et rentrer chez moi le soir en me disant voilà, elles sont dehors et elles n'ont qu'à se débrouiller. Donc je vais effectivement parfois concrètement donner un coup de main pour organiser un camp, etc. Même si à un moment je dis je dois arrêter parce qu'à la longue je ne fais que mettre du sparadrap, etc. Mais il n'empêche que ce n'est pas à moi à faire, à mettre en pratique évidemment. Et donc je vous dis, c'est évidemment un rôle assez sympathique. Je fais des recommandations, je ne dois pas les appliquer. Donc, certains rigolent en disant mais c'est facile. Alors on caricature souvent mon discours, un discours un peu bobo, confortable, etc. On dénonce, on critique. Oui, mais c'est ma responsabilité. Quelles sont les institutions qui doivent justement en fait pratiquer ou soit appliquer ce sont les différents responsables ministériels, principalement au sein des communautés, puisque les matières personnalisables sont le jeu au sein des communautés. Mais on sait combien beaucoup de matières personnalisables qui devraient dépendre des communautés ont été grappillées par d'autres niveaux de pouvoir. En matière d'éducation, par exemple, on sait bien que ce sont les communautés qui sont supposées être à la barre, mais on voit bien à travers les contrats de sécurité, contrats de société, renouveau urbain, une série de programmes qui ont été injectés par la région en association avec les communes et l'État fédéral, on voit bien que cette responsabilité a été grappillée. Je le regrette parce que c'est souvent avec des moyens, avec des idéologies assez différentes et souvent sans partenariat et sans collaboration. Et donc on a parfois deux systèmes différents qui progressent en même temps. Mais donc ceux qui doivent appliquer, ce sont les ministres, ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité de mettre en place les meilleures politiques et qui soient en accord avec nos engagements internationaux à l'égard des droits de l'enfant. Il existe ici aussi en Belgique, dans différentes communautés et régions, en tout cas l'aide à la jeunesse, les ISAJ, etc. Il y a aussi les services de la protection judiciaire, donc les SPJ. Quel est en tout cas le degré de collaboration avec ces services-là? Comment ça se passe? Écoutez, moi effectivement, je vérifie le bon fonctionnement de ces services. Ça, c'est vraiment une de mes responsabilités. En gros, je veux dire, quand je suis saisi d'une situation qui concerne un SAJ ou un SPJ, ou un parent, un enfant se plaint, entre guillemets, d'un dysfonctionnement ou d'un fonctionnement qui lui a été défavorable, ou il estime qu'il n'a pas été traité correctement, moi j'essaie évidemment, je me définis comme étant, alors le nom de votre émission est merveilleuse, je me définis comme étant un médiateur institutionnel. Ça veut dire que je vais me mettre entre le service qui est attaqué et le plaignant, et je vais essayer effectivement de rapprocher les points de vue, tant que faire se peut. Le cas échéant, évidemment, si je me rends compte que c'est pas rapprochable parce qu'il y a une erreur d'un côté ou d'un autre, je le signale. Mais dans la majorité des cas, ça se fait de manière assez, j'ai envie de dire pas... c'est pas complaisant, mais je suis devenu, je le dis souvent, le roi du conditionnel. Je veux dire, j'écris un courrier, je donne un coup de téléphone aux services concernés, qui sont concernés par une plainte. Je dis tel jour, il semblerait que un tel enfant aurait dit que, et on commence comme ça. Et puis on demande le point de vue des uns. Alors le tout, c'est de ne pas essayer de chercher où est la vérité. La vérité, elle n'est ni d'un côté ni d'un autre. Chacun a sa propre vérité. Le tout, c'est que il faut que chaque personne qui est en conflit avec une autre personne, une autre institution, puisse être entre guillemets, en contact avec la vérité de l'autre et comprendre les raisons pour lesquelles une autre partie ne peut pas avoir la même part de vérité. Moi, je suis de plus en plus, peut-être que c'est un bénéfice de l'âge aussi, mais je suis de plus en plus sensible justement à essayer de faire en sorte que chacun soit reconnu dans sa vérité, mais qu'il puisse avoir accès à la vérité de l'autre. Je ne connais pas de situation où c'est tout à fait blanc, tout à fait noir, où la famille est très mauvaise et le service est très bon, ou le service est très mauvais et la famille est parfaite. Ça n'existe pas. Je veux dire, à chaque fois quand les situations s'enquistent et qu'il y a des situations compliquées qui font des conflits, on se rend bien compte qu'il faut... Et donc je ne me définis pas comme un médiateur interpersonnel, un médiateur institutionnel. Je viens créer, avec une institution, je viens essayer de rapprocher les points de vue et
bon, évidemment, si je remarque des manquements, et ça arrive évidemment, comme dans toute institution, tout service, quand je pointe des manquements, eh bien, je fais en sorte de signaler les manquements et d'encourager. Et je ne peux faire qu'encourager. Hein. Un médiateur, par principe, il n'a pas de pouvoir. Il ne doit pas exercer un pouvoir. Donc, il peut simplement inviter, inciter, conforter les gens. Il n'a pas à décider à leur place. C'est à eux. Alors, le cas échéant, évidemment, je dénonce la situation à des inspections ou à d'autres services qui, eux, peuvent agir d'autorité s'il y a dysfonctionnement. Et vous êtes sollicité beaucoup par ce genre de plaintes, par des dysfonctionnements? C'est tous les jours. On a quand même 1500 plaintes et questions annuelles dans tous les domaines. Hein. Alors c'est clair que il y a une série de situations qui sont assez complexes. Je cite souvent la question de la garde des enfants dans le cadre des séparations délicates et les situations conflictuelles des parents. Ça, c'est un motif de plainte régulier, mais d'autres motifs de plainte sont aussi inquiétantes parce qu'elles sont relativement nouvelles. On a une augmentation des plaintes en matière scolaire qui sont très très inquiétantes et qui manifestent vraiment qu'il n'est plus question de se poser la question de savoir comment on va faire pour éviter que notre système scolaire rentre dans le mur. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans le mur et qu'il faut trouver les solutions pour en sortir. Ça, c'est un motif de plainte très important, les questions scolaires. Un autre motif très contemporain et malheureusement terriblement contemporain, c'est la question des enfants migrants. Qu'ils soient seuls ou en famille, leur situation n'est certainement pas enviable. Et même s'il faut reconnaître qu'une série de dispositions a été prises pour diminuer l'impact justement négatif sur les enfants de ces migrations, on doit reconnaître aussi qu'il y a encore des manquements terribles. À l'heure où on parle, il doit y avoir encore 800, peut-être même plus, 800 enfants qui n'ont pas de tuteur. Parce qu'on n'a pas pu faire face à la situation de migration importante qu'on a connue. Pourtant, c'est un droit qui est reconnu à chaque enfant, et ne pas avoir un tuteur pour un mineur étranger non accompagné, c'est un handicap terrible, c'est un risque très important. Donc on voit bien qu'on a encore une marge de progrès à faire dans toute une série de domaines. Donc voilà, c'est très varié, les sujets sont très variés. Je dirais que les questions familiales, les questions scolaires et les questions de migration sont les 3 thèmes les plus fréquemment. Et la situation des mineurs délinquants aussi. Et justement, parler des MENA, ou des mineurs étrangers non accompagnés, donc c'est vrai que ce problème-là de non-octroi de tuteurs, et que beaucoup d'enfants, en tout cas beaucoup de jeunes attendent en fait la désignation d'un tuteur. Il y a aussi le problème des placements et le problème d'hébergement de ces mineurs qui se retrouvent parfois dans la rue. Est-ce que le délégué général a quelque part une sorte d'appui? Oui, j'ai fait pression et je le fais encore régulièrement, soit sur des situations individuelles qui me sont dénoncées pour trouver des solutions ponctuelles pour l'un ou l'autre jeune, mais de manière générale, je fais aussi des recommandations générales, tant vis-à-vis des autorités communautaires que des autorités fédérales ou régionales, pour effectivement inciter tous les acteurs à ne pas accepter qu'un enfant soit seul, ne fût-ce qu'une nuit en rue. Je veux dire, on ne prend pas suffisamment en considération le capital risque qu'il y a pour un mineur d'âge d'être dehors à la rue. Ce sont des risques qu'on peut imaginer, d'exploitation des êtres humains, de mise au travail forcé, d'exploitation sexuelle. Ce sont des risques de rapt, ce sont des risques de fugue, de disparition inquiétante, toute une série de situations qui ne sont pas tolérables. Et donc je pense que si on me dit oui mais il n'y en a que quelques-uns. Quelques-uns ne peut pas me satisfaire. Le chiffre est quand même important. Oui, le chiffre est important. Je dois reconnaître aussi, il faut quand même dire aussi que par rapport à la situation du fameux pré-accueil où on avait des enfants qui étaient dehors, ce n'est plus la situation aujourd'hui. Mais il reste quand même que les procédures sont relativement complexes, pas toujours très très claires, ne sont pas toujours traduites dans toutes les langues véhiculaires des enfants qui migrent. Donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer, même s'il faut reconnaître qu'on n'est pas dans la situation qu'on a connue il y a 1 an ou il y a 4 ou 5 ans encore. Je pense qu'il y a des progrès, mais c'est ça mon job, c'est de dire il y a des progrès, merci, c'est très bien, mais continuons. Voilà, c'est vraiment ça mon ambition. Et signaler ce qui ne va pas. Pardon ? Signaler ce qui va pas, ça veut dire vous signaler ce qui va pas. Signaler ce qui va pas, dire tout le temps où est la difficulté, signaler qu'il y a un problème qui est intolérable, et le cas échéant, si les responsables politiques ne veulent pas l'entendre, le signaler de manière un peu plus forte, à l'aide des médias, avec lesquels il faut pouvoir jouer. Donc c'est quand même un moyen de pression. Un moyen de pression évident que j'utilise avec parcimonie, et je n'utilise jamais que quand j'ai essayé de faire un certain travail
qui s'est révélé inefficace. Je ne vais jamais aller, dans le cadre d'une négociation, demander à un responsable médiatique de faire une annonce médiatique pour faire pression sur. Je fais pression quand j'ai essayé d'aller dans une direction qui m'a été barrée, entre guillemets, par un responsable politique ou institutionnel, et que j'estime que dans l'intérêt des enfants, il faut ouvrir cette possibilité, il faut sortir de cette incapacité parce qu'il y a un risque que la Convention ne soit pas respectée. La Belgique a été touchée le 22 mars par des attentats terroristes à Zaventem et à Malbec. Le rôle actuel, ou même avant, du délégué général aux droits de l'enfant au niveau préventif. Qu'est-ce que vous faites exactement pour essayer justement d'accompagner ces jeunes qui sont soit en voie de radicalisation et qui menacent quelque part la stabilité et la sécurité des Belges? Alors, soyons très clairs. Donc moi, je n'ai pas une responsabilité de terrain en matière de prévention, mais il est évident que j'ai une double casquette, une triple casquette. Je suis délégué général, je suis éducateur de formation, j'ai travaillé pendant longtemps sur le terrain avec des jeunes, et puis en plus je suis islamologue. Alors à un moment, ça fait trop. Et donc on m'a demandé effectivement à plusieurs reprises d'intervenir, et j'ai proposé d'ailleurs, la première chose que j'ai souhaité faire, c'était en juin 2014, alors qu'on parlait encore très peu de radicalisation, on a organisé une opération qui s'appelait, avec une série d'autres acteurs, avec Amnesty International, avec Médecins du Monde, on a organisé une opération qu'on a appelée Parlons jeunes, parlons Syrie. L'idée était de donner la parole à des jeunes pour leur permettre d'exprimer justement leur point de vue. Parce qu'il faut reconnaître que sur la question de la radicalisation, des jeunes notamment, on a entendu beaucoup de spécialistes, des exégètes, des islamologues, des criminologues, des sociologues, des parents même, effectivement, et c'est très bien qu'ils aient pu donner leur point de vue, mais la parole des enfants et des jeunes eux-mêmes, on l'a rarement entendue. Or, celle-là est importante à entendre. Donc en matière prévention, je pense que si on arrivait effectivement à donner la parole à ces enfants, on irait. Alors moi, je dois vous dire très sincèrement, il y a certainement une prévention spécifique sur les questions de radicalisation. Et il n'y a pas de secret, puisque la question est publique, elle a été traitée au Parlement. Certains députés, on peut le citer, Alain Destex notamment, estime que mes positions concernant la radicalisation ne sont pas bonnes. Il a posé une question au Parlement, il lui a été répondu par le ministre-président. Je dois vous avouer que je ne comprends pas toujours. Je pense qu'il est évident qu'avant de lutter contre la radicalisation, il faut d'abord faire en sorte que les conditions de vie des enfants qui risquent d'être touchés par cette tentation, entre guillemets, à la radicalisation, ces enfants soient respectés dans leur dignité. Aujourd'hui, je veux dire, personne ne peut contester, et on le voit notamment avec ce fameux système scolaire, personne ne peut contester que les jeunes qui sont issus des milieux populaires, qui sont souvent liés de près ou de loin avec les questions migratoires, parce que leurs parents sont venus à travailler il y a parfois 3 générations, sont encore terriblement discriminés. Ils sont exclus systématiquement plus vite des écoles que d'autres. Les enfants, dès le plus jeune âge, issus des milieux les plus pauvres, notamment des familles maghrébines, sont orientés beaucoup plus vite que d'autres dans l'enseignement spécialisé, alors qu'ils ne souffrent d'aucun handicap, ni d'aucun besoin spécifique. Simplement, ils ont un retard culturel lié à leur famille, à leur origine, qui devrait être compensé par l'enseignement ordinaire. Alors on me dit, mais oui, mais c'est bien, ils vont avoir un enseignement plus individualisé. C'est oublier qu'il y a très peu d'enfants de l'enseignement spécialisé, malgré sa qualité, de cet enseignement spécialisé, qui réussissent le CEB. Ça veut dire que vous avez des carrières scolaires qui sont déglinguées dès la première année primaire, parce que vous êtes d'origine modeste et que vous êtes lié de près ou de loin à l'immigration. Mais ce sont des bombes, ça. Là, ce sont des bombes. Tout à fait. Ce sont les vrais bons. Je veux dire, si moi j'ai 15 ans et j'ai eu un parcours difficile, un parcours qui est classique, donc par relégation, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on sait bien qu'on a un pourcentage de jeunes issus de l'immigration dans les filières techniques et professionnelles qui devraient être des filières d'excellence et d'exception, mais qui sont devenues par la force des choses des filières de relégation. Je veux dire, j'ai 15 ans, j'ai suivi ce parcours honteux, la discrimination, et je vois que mon petit frère de 6 ans va aller dans l'enseignement spécialisé alors que je sais bien qu'il ne souffre d'aucun handicap, mais ça fout la rage, ça fout la rage. Et évidemment, ça donne des jeunes en pâture à des gens qui ont une lecture particulière des textes sacrés, par des gens qui ont envie d'instrumentaliser politiquement une religion, et pour l'avoir étudiée, je sais quand même suffisamment qu'elle ne porte pas le germe de cette violence qu'on connaît aujourd'hui. Je le sais, je pense que beaucoup de pratiquants et beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'islam le savent. Le tout, c'est de le répéter régulièrement, même si on dit on l'a déjà dit
dit, moi je le répète encore. Cette religion que j'ai étudiée, ces textes que j'ai étudiés, ces institutions musulmanes que j'ai, ne portent pas les germes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense qu'il faut le répéter régulièrement, et j'ai encore l'occasion de le faire aujourd'hui, je le fais avec plaisir. C'est un mensonge de le dire. Okay. Le ministre de la Jeunesse, en tout cas, Rachid Madran, a proposé la création d'un centre, en tout cas spécifique ou adéquat, pour accueillir, en tout cas, ces jeunes qui sont radicalisés, ou soit qui se radicalisent. Qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, de cette proposition? Moi, je dois vous avouer que je la connais imparfaitement. J'ai vu les textes, etc. Je pense que il faut pas non plus, et c'est ce on me fait le commentaire assez souvent, cette espèce de regard bisounours entre guillemets sur des réalités qui sont quand même relativement lourdes et qui entraînent des conséquences en matière de sécurité. Je veux dire, je suis citoyen, j'ai des enfants, j'ai pas envie effectivement de me retrouver dans une situation où on est au bord de la guerre civile avec des risques d'attentats, tout ça. Donc c'est pas la question. La seule chose que je dis, investissons peut-être, effectivement, sur les quelques individus qui ont été embrigadés, qui sont partis combattre, qui reviennent, pour des jeunes qui sont vraiment dans une logique d'évitement des institutions et qui sont effectivement, travaillons avec eux. Mais ne mettons pas tous nos moyens là-bas. Je veux dire, à titre d'exemple, quand même, simplement, il faut le répéter. Aujourd'hui, et on insiste beaucoup sur le rôle de l'école. Et je suis un des premiers, moi, à être actif dans le fameux pacte d'excellence, pour l'enseignement d'excellence, parce que je pense effectivement, j'ai dit tantôt, la question n'est pas de savoir comment ne pas rentrer dans le mur, c'est comment sortir du mur. Donc avec les inégalités qu'on connaît, elles sont terribles. En termes de budget, il faut quand même savoir que l'enseignement, ça représente 7,6 milliards en communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. L'aide à la jeunesse, ça représente moins de 280 millions. Donc rien du tout. Les politiques de jeunesse, c'est moins de 100 millions, 68 millions, y compris l'éducation permanente. Or, je suis intimement persuadé qu'avant que nous ayons une école qui soit capable justement de faire sens et de travailler en profondeur sur ces questions d'identité, sur des questions de manipulation politique ou religieuse, sur ces questions-là, l'école prendra du temps pour le faire. Et donc, j'implore les responsables politiques de continuer à faire sur du long terme un travail pour faire en sorte que l'école s'améliore et permettre d'assurer un avenir plus digne à chaque élève, à chaque enfant, mais qu'en attendant, on reconnaisse quand même la qualité du travail d'une série d'acteurs qui font partie du domaine de l'éducation, même s'ils ne sont pas à l'école. Par exemple, je suis intimement persuadé que si on demande à un jeune qui a eu la chance d'avoir accès à une série d'offres éducatives, de fermer les yeux une fois qu'il termine sa dernière année à l'école et qu'on lui demande où est-ce que tu as appris, je pense qu'il vous dira, s'il a l'occasion d'en profiter, il vous dira j'ai appris à l'école, certainement, heureusement, enfin on espère en tout cas, mais il faut dire aussi qu'il a appris dans les mouvements de jeunesse, dans les maisons de jeunes, dans les associations de jeunesse, qu'il a appris avec des académies, dans une académie de musique, dans des projets culturels, dans la mobilité internationale, dans des actions citoyennes. Et ces apprentissages-là, quand on voit les moyens qu'on leur donne, c'est terriblement rudimentaire. Je rappelle le chiffre, 7,6 milliards pour l'enseignement, et moins finalement de 400 millions d'euros pour toutes les politiques de jeunesse, y compris. Et quand je dis aide à la jeunesse, c'est le fonctionnement des SAJ, des SPJ, des institutions publiques de protection à la jeunesse, tous les placements d'enfants, etc., font partie de ça. Je pense qu'il y a là une disproportion, et donc c'est pour ça que quand j'entends qu'on va devoir refinancer l'enseignement, je dis au fou que l'enseignement fasse effectivement un travail peut-être sur soi pour tenter de diminuer une série de dépenses, mais s'il y a une priorité à donner en matière d'éducation, j'estime qu'il faut d'abord le donner ailleurs. On voit bien combien certains jeunes qui sont touchés par des associations de terrain, qui font un travail sur la citoyenneté active, qui font un travail sur la mobilité à l'intérieur des villes, qui font un travail sur la question culturelle, qui animent des émissions de radio, qui font des projets culturels, etc., marquent profondément le parcours des enfants et des jeunes. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Je veux dire des marqueurs, quoi. Je veux dire que les enfants, les jeunes ont besoin d'être identifiés à quelque chose de positif, de valorisant. Et aujourd'hui, j'estime que les moyens sont insuffisants. C'est Bernard De Vos. À part, bien sûr, comme vous avez expliqué tout à l'heure, le budget que vous avez en fait dans votre institution, en tout cas pour fonctionner, etc. Est-ce que vous avez d'autres, par exemple, d'autres moyens, d'autres budgets qui peuvent
peut-être aider d'autres institutions, etc., soit à faire un autre travail autre que... Non, malheureusement, non. De manière très très rudimentaire, j'ai un tout petit budget annexe pour tout ce qui est promotion de la Convention des droits de l'enfant. Il m'arrive parfois de glisser un billet de quelques euros à un projet que je trouve vraiment intéressant et qui est vraiment, qui est en panne, qui a besoin d'un petit crédit de soudure, mais j'ai pas les moyens pour le faire. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, pouvoir en bénéficier? Et puis, j'ai demandé de bénéficier d'un budget. Mon prédécesseur n'avait pas du tout. Donc, j'ai un petit budget vraiment très, très... donc, je dis très, très, ça se chiffre pas en centaines de milliers. C'est en dizaines de milliers d'euros pour assurer toute la promotion sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a pas de secret, à 70 000 euros, qui permet d'assurer. Donc, ça nous permet de faire des expositions, de publier des CD de promotion de la Convention de l'enfant, organiser, faire tourner le bus, etc. Mais c'est évidemment nettement insuffisant. Ceci dit, je ne pense pas qu'il faut que le délégué général soit, j'ai envie de dire, je pense qu'il faudrait que les projets intéressants doivent être mieux subsidiés, mieux être soutenus directement par les fourches codines classiques, quoi. Je veux dire, par les responsables politiques et les responsables administratifs, avec l'aide d'appel à projets, etc. Je ne pense pas que c'est le délégué général doit se transformer en Père Noël ou en Saint-Nicolas. Je pense qu'il faut rester... Maintenant, c'est vrai que parfois, j'ai envie d'encourager des projets, parce qu'on me dit là... Surtout via votre parcours, etc. Avec un peu, bien sûr, c'est clair qu'il y a des moments où je me dis, c'est pas possible, un tel projet, on abordait Synergie 14, que j'ai encore été visiter régulièrement, dans le cadre d'une campagne Que du bonheur, que je vous invite à suivre d'ailleurs, où on essaie de mettre à l'honneur des projets qui fonctionnent, parce qu'on parle tellement de choses qui vont mal, que j'ai envie vraiment, avec ce fameux bus, d'aller m'installer devant des projets qui vont bien, faire rencontrer le public avec ses acteurs, etc., et faire des rencontres là, et faire en sorte qu'elles soient médiatiquement portées aussi par ces projets-là. Bernard De Vos, merci d'avoir participé à notre émission. Avec un grand plaisir. J'ai chaud sous vos projecteurs, mais c'est avec un grand plaisir. Merci en tout cas de votre invitation. Merci mesdames et messieurs. Au revoir.